Tu veux que je quitte? Bonjour, non, non, tu peux rester. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous. Est-ce que cette fois-ci, vous entendez correctement? Alors, c'est un autre lien. C'est un autre lien. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? C'est une bonne question. Bonjour à toutes et tous. Rebonjour. Rebonjour. Allez, on repart dessus. Nous, on t'entend, Sébastien. Est-ce que c'est un lien qui est différent de ce que tu as envoyé? Du coup, le lien est différent, je pense. On va le retrouver sur la page Facebook de Belle Finance. Je pense que le lien est malheureusement différent. Ouais. Tu peux me le renvoyer sur email, s'il te plaît? Je te l'envoie. Ouais. D'après Philippe, ça fonctionne. Alors, d'après Philippe, oui, ça fonctionne, oui. Ouais, je te l'ai envoyé sur. Je le renvoie. Est-ce que tu l'as reçu dans le chat? Bonjour Philippe, merci. Bonjour Philippe. C'est vraiment dommage que le premier lien n'ait pas fonctionné. J'espère que ça va être bon là, parce que sinon, on va être un peu mal. Il y a combien de gens de connectés là? Une dizaine de personnes, on était monté à beaucoup plus, donc c'est un petit peu dommage, mais les gens vont venir, je pense. J'espère. Le nouveau lien, tu l'as envoyé là ou? Ouais, je te l'ai envoyé. Via Facebook? Sur l'outil, là, tu peux le voir dans le chat. Tu le retrouves? Bonjour David, merci. Le son est OK. Bonjour Blond, ici Elie. Super. En fait, là, je crois que le lien est resté le même, hein, puisque j'ai envoyé le lien. Je suis pas certain que le lien soit resté le même. Je suis pas certain. Non, je pense pas. Hein, OK. Je peux le retrouver sur la page Facebook, sinon je l'envoie par mail. Bah, tu peux me l'envoyer par mail, peut-être que c'est mieux. Oui, je le trouve. Pas le lien Facebook. Ou alors, on commence. Hein, Oui, oui. On va commencer tranquillement. De toute façon, les gens vont arriver au fur et à mesure. Voilà, ça y est, ça monte un petit peu. D'accord. Parfait. Bien, bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'était arrêté exactement, quand est-ce que le son a coupé. Ce live est organisé par Belle Finance, c'est ce que je disais. Belle Finance qui est une plateforme communautaire spécialisée dans les différents domaines de la finance. Je vous encourage à aller voir sur bellefinance.com par la suite. Ce live aura pour thème la finance à Londres. On aura l'occasion d'échanger sur le secteur, évidemment sur la vie à Londres, notamment pour les étudiants qui font des échanges, des stages dans les prochains mois, les Français qui souhaitent s'installer à Londres, qui y sont déjà. On aura l'occasion de parler de la crise que nous connaissons, comment la finance a vécu la crise à Londres spécifiquement, comment les Français, les financiers français ont vécu cette crise-là, cette période-là, et puis l'impact que ça aura sur le marché de l'emploi. Donc, on est trois sur ce live. On a Ashley Boulet, qui est partenaire chez Shark Capital, voilà, qui est également écrivain, qui a écrit plusieurs romans. Et nous avons Jérémy Relois, qui a cofondé la communauté Français à Londres, françaisalondres.org,
qui nous parlera certainement de son site un petit peu plus tard. Et moi, je suis cofondateur de Bug Finance. On l'a cofondé il y a un petit peu plus de 10 ans. Et j'animerai du coup ce live. Voilà, on est là pour environ 1 heure. Donc, comme on a commencé un petit peu en retard, on finira un petit peu en retard, ça ne dérange pas. Pour que les gens puissent poser toutes les questions qu'ils puissent avoir. Donc n'hésitez pas à ceux qui regardent le live en ce moment à poser vos questions en commentaire. On y répondra au fur et à mesure. Le but, c'est vraiment de pouvoir répondre à vos questions sur le thème, évidemment, qui est la finance à Londres et la vie à Londres. Et en attendant les premières questions, je propose que Ashley et Jérémy puissent se présenter en quelques mots, un petit peu leur parcours, et qu'on fasse un premier état des deux ensuite sur la finance et la vie à Londres suite à cette crise sanitaire qu'on a connue et qu'on connaît encore aujourd'hui. Ashley, est-ce que tu veux commencer peut-être par une petite présentation ? Ashley. Du coup, on va commencer par Jérémy. Ashley, il a un petit peu. Moi, je veux bien commencer. Alors, je suis Jérémy, je suis le fondateur du site françaisalondres.org. J'ai lancé le site avec mon partenaire en décembre 2017. Et l'idée, c'est d'aider les francophones et les expatriés à Londres et en Angleterre. Le but, c'est de leur donner la parole, en fait. Le site est utile pour tout le monde parce que tout le monde peut l'utiliser et communiquer dessus gratuitement. Et l'intérêt, c'est que vous trouverez des questions-réponses comme un forum sur tous les sujets. Et donc, il suffit de taper un mot-clé sur le moteur de recherche pour trouver la réponse au sujet qui vous intéresse. Donc, si vous tapez par exemple finance, alors vous aurez peut-être des offres d'emploi ou de stage au sujet de la finance. Si vous tapez logement, pareil, vous pourrez trouver plein de réponses aux questions de logement, d'immobilier. Et ce fonctionnement se fait dans tous les domaines, donc dans tous les mots-clés. Et donc, le forum est gratuit, tout le monde peut s'inscrire sur françaisalondres.org et poster vos questions ou trouver vos réponses directement en utilisant le site. Et donc, je suis donc ici pour vous aider si vous souhaitez à vous implanter en Angleterre ou bien vous donner des clés pour vous assister dans votre démarche. Il y a Ashley qui a un petit problème, il se reconnecte, il va revenir tout de suite. Du coup, en attendant, Jérémy, est-ce que tu peux parler un petit peu finalement de la crise sanitaire depuis ces derniers mois, comment ça a été vécu à Londres, notamment par les Français à Londres. Est-ce que finalement les Français sont restés à Londres? Est-ce qu'ils sont revenus en France? Comment ça s'est passé la gestion entre les deux pays? C'est difficile d'avoir les chiffres exacts, mais déjà, on sait qu'on a environ 300 000 francophones en Angleterre. Ça, c'est des chiffres approximatifs. Les chiffres exacts au consulat, c'est environ 140 000 inscrits sur les listes du consulat. Ensuite, les chiffres ont l'air de se maintenir, donc il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de départs, ou alors il y a autant de départs que d'arrivées. Du coup, ça compense et les chiffres au final sont plus ou moins les mêmes d'après ce que j'en entends moi de mon côté. Côté coronavirus, on a les chiffres du consulat et du gouvernement anglais. Le gouvernement anglais essaie de gérer la crise au mieux qu'ils peuvent. C'est pas facile, j'ai pas vraiment de chiffres exacts à ce sujet-là. Aux dernières nouvelles, plus ou moins quelque chose comme 45 000 décès. Donc, voilà. En termes d'emploi, il y a quand même, ça va être un peu plus difficile parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont assez inquiétants, notamment Marks & Spencer qui supprime 950 emplois, British Airways qui va en supprimer 12 000, BP 10 000, Rolls-Royce 8 000, etc. Il y a quand même pas mal de suppression d'emplois. À voir comment l'économie va réagir et comment les gens peuvent s'adapter
continuer de vivre dans cet environnement. Merci Jérémy. On a récupéré Ashley entre-temps. Je suis désolé, il y a eu quelques problèmes de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, alors de manière très concise, parce qu'on a perdu un peu de temps avec la connexion. Donc, je suis Ashley Boulel, je travaille dans la finance depuis bientôt 15 ans. J'ai la particularité d'avoir travaillé 7 ans à Paris et bientôt 7 ans à Londres, ce qui me donne une vision plus ou moins équilibrée entre les deux classes financières. J'ai passé l'essentiel de la partie de ma carrière dans une banque d'investissement française qui se nomme Natixis et je suis depuis bientôt 2 ans le responsable de l'activité matières premières chez Shard Capital, qui est une société basée à Londres, bien entendu. Et accessoirement écrivain, comme tu l'as précisé, Sébastien. Ok. Merci pour cette présentation. Nous allons parler un petit peu du contexte de ces derniers mois, comment on l'a vécu à Londres, comment ça s'est passé dans le secteur de la finance spécifiquement, justement cette crise sanitaire, le confinement, cette sortie de crise un petit peu, cette sortie de confinement finalement. Comment ça a été vécu dans le secteur de la finance? Ça a été très mal vécu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ceux qui connaissent la City savent que c'est quand même une forme absolument gigantesque. Ne pas oublier que la City, c'est avant un quartier, c'est un quartier qui est entièrement dédié au secteur des services. Et voir cette plateforme s'arrêter comme elle l'a fait, c'était absolument insensé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y aura forcément des transformations importantes qui vont arriver. La première transformation que moi je vois, c'est au niveau des baux commerciaux, parce que les gens de la City se posent vraiment la question, est-ce que ça vaut encore la peine de demeurer sur une plateforme qui est centralisée? Ça va très forcément avoir un impact fort sur les politiques d'emploi, les politiques de positionnement géographique. L'autre impact que ça va avoir, c'est au niveau de l'utilité. Et là, ça va être assez brutal comme constat, c'est le niveau de l'utilité de certains jobs. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant comment dirais-je, d'introspection, j'ai envie de dire, de la partie firme sur qu'est-ce qui vous aider à tenir lorsque une deuxième vague arrivera. Clairement, une des premières choses qu'on a pu voir, une des choses qu'on a pu voir lors de cette crise, c'est que tout ce qui, par exemple, a trait à du middle management, c'est-à-dire finalement des fonctions qui ne font que diriger de manière indirecte des activités, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que c'est encore utile? Il va y avoir une purge qui ne va pas s'arrêter à ce qu'on va voir en septembre et en octobre. Il va y avoir pour moi 3 vagues de purge. La première, c'est qui va découler immédiatement du constat de ce qui va permettre à la firme de tenir. Et ensuite, la deuxième, c'est que ça va arriver durant le dernier trimestre où là, il va y avoir très naturellement une préparation pour 2021. Et après, je veux dire, ça va être des plans sur 3 ou 4 ans. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des sociétés en ce moment qui se posent la question, ceux qu'on recrute maintenant, est-ce qu'ils vont encore, est-ce que c'est quelqu'un sur qui on peut miser sur 4 ou 5 ans? Et que si jamais il y a une autre pandémie qui se pointe, est-ce qu'on va devoir le sortir immédiatement ou est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui peut faire tenir la société? Donc, il faut s'attendre à des chiffres spectaculaires au niveau des coupes. Hein. C'est surtout au niveau des banques qui avaient commencé un premier travail de réduction d'effectifs. Là, on va partir sur quelque chose qui va pas ressembler à ce qu'on a vu en 2008-2009 avec la crise financière, mais je crois qu'on va s'en approcher. Ok. Bon, on aura l'occasion justement d'en reparler. Merci à vous en tout cas. On a une question de Nicolas, donc on va commencer par Nicolas. Il posait la question
Est-ce que vous pourriez aborder les coûts du logement à Londres? Comment se passe l'accès à la propriété? Alors, il y a peut-être deux questions, le coût du logement et puis acheter finalement à Londres. Peut-être Jérémy, tu peux prendre la parole là-dessus. L'accès à la propriété, est-ce que c'est pour de l'achat ou de la location? Parce que c'est quand même assez différent. A priori, là, ce serait pour l'achat. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'aborder le côté location. Parce que c'est qu'à Londres, c'est quand même un sujet. Pour la location, en fait, bon, côté budget, c'est assez simple. C'est un peu comme sur Paris, dans le sens où Londres, moi, je verrais ça un peu comme un coquillage, où la zone 1 a tendance à être un peu plus chère que la zone 2, etc. Et il y a certaines zones qui s'éparpillent, qui sont des exceptions à cette règle. Mais de manière générale, on peut dire que le logement est, par exemple, pour vous donner un exemple, une chambre dans un appartement en zone 1, ça va entre, je sais pas, je dirais peut-être 700 jusqu'à 1000, 1100 par mois. 1100, je parle en livres. Hein. Donc ça, c'est pour donner une idée de prix. Alors, vous trouverez peut-être des exceptions plus chères ou moins chères, mais zone 1, je dirais, c'est dans cet ordre de prix. Est-ce que tu es d'accord, Ashley, ou... Je suis à peu près d'accord, en effet, oui. Sachant que il faut surtout pas oublier que le coût du logement, reste souvent très prohibitif à Londres, et que pour un étudiant ou même pour un confirmé, la meilleure manière d'aborder ce problème, c'est via des solutions de colocation. Ouais. Moi, je vois 3 solutions. Tout dépend de ce que la personne veut pour son logement. Si c'est une personne qui va rester moins de 15 jours ou plus de 15 jours, 2-3 mois. Mais il y a aussi pour les étudiants qui veulent commencer, les auberges de jeunesse, ça peut être une expérience. Les student accommodation, les résidences étudiantes peuvent aussi être une solution. Et la colocation, oui, c'est la plus prisée. Les résidences étudiantes, elles sont quand même sécurisées. C'est un bon rapport qualité-prix et il y a moins d'arnaques dans ce domaine-là que dans les colocations. Pour trouver une bonne colocation, il faut absolument essayer le plus possible demander à la personne, à votre interlocuteur, de vous le faire visiter si possible, que ce soit par une vidéo internet ou si vous pouvez vous y aller physiquement pour vérifier que les photos correspondent à la réalité, faites-le. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques et le mieux, c'est vraiment de voir le bien ou la location par vous-même. Alors, je voudrais rajouter quelque chose par rapport au côté achat de propriété. Ouais. Je pense que c'est quand même évident, vu tout ce qu'on a vu durant les 5 dernières années, qu'il y a une ville immobilière qui est absolument incroyable qui s'est formée à Londres. Une ville immobilière sur laquelle je ne vais pas revenir sur les effets, dont je ne vais pas décrire les effets, mais je veux dire, la baisse des prix du logement à Londres, ça inquiète énormément les autorités concernées. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez le ministre des Finances britannique, Rishi Sunak, qui a annoncé un moratoire sur ce qu'on appelle le stamp duty. Le stamp duty, finalement, c'est cette taxe foncière que vous payez. Je crois qu'à partir du moment que vous faites l'acquisition d'un bien dont la valeur est supérieure à 300 000 livres sterling. Donc ça, c'est dire que ça commence à vraiment inquiéter les personnes concernées pour ce qui est du dynamisme du marché immobilier. Moi, je suis pas un expert de l'immobilier. Hein. Je ne peux que dire, que constater ce que je vois. Mais sachant qu'avec 300 000 livres sterling, vous n'avez même pas un studio à Londres. Hein. La surface est ridicule, c'est 20 mètres carrés si vous êtes en zone 1. Donc, si c'est pour acheter un one bedroom, comme ils disent, qui vaut un demi-million de livres sterling, et si c'est pour s'engager sur des sommes pareilles, forcément le gouvernement va devoir prendre des dispositions. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que le prix de l'immobilier va baisser à partir du 4e trimestre de cette année? C'est le grand espoir d'un grand nombre de Britanniques. Parce que bon, je pense que c'est un peu la même chose en France. C'est un peu une obsession ici, la propriété. Une véritable obsession.
Et je veux dire, vous avez un site immobilier qui s'appelle Rightmove, qui est le premier site d'achat et de location immobilier ici en Grande-Bretagne. Et ce site n'a jamais eu autant de visites que pendant la période du Covid. Tout le monde s'attend à pouvoir saisir une opportunité d'achat immobilier à partir du 4e trimestre 2020. Maintenant, il n'est pas dit que ça va se faire. Il faut bien entendu continuer à surveiller ce marché. Mais par contre, Emmanuel a totalement raison sur une chose, c'est qu'il faut faire très attention aux arnaques, parce que les arnaques, ce n'est pas qu'au niveau de la location, hein, c'est aussi au niveau de l'achat. Je ne parle pas par expérience, mais je parle à beaucoup de gens qui ont fait leur acquisition de biens immobiliers. Il faut faire très, très attention, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle les anglo-saxons sont forts, c'est le marketing. Le marketing à tout va, et il n'y a pas forcément le produit qui suit derrière. Ok. Merci Ashley, merci Jérémy. Nicolas avait une autre question, et plus côté finance du coup. Londres va-t-il rester une place financière forte à l'avenir? Que pensez-vous du contexte actuel, probable Brexit sans accord, tensions sino-britanniques? Là, Ashley, je pense que… Alors ça c'est la question à 3 millions, parce que je pense que depuis le Brexit, il n'a jamais autant polarisé les opinions. Bon, premier cas. Depuis que le vote du Brexit s'est produit, Londres a perdu sa position de première place financière. Elle est passée en deuxième position après New York. Bon, ce n'est pas un drame en tant que tel, parce que historiquement, les deux premières places financières du monde, c'est New York et c'est Londres. Et ça alterne. Mais c'est clair que, et ça vient pas de moi spécifiquement, ça vient de tout ce que les Britanniques eux-mêmes reconnaissent maintenant, c'est que Londres va forcément perdre du business à cause du Brexit. Ça, c'est inévitable. Maintenant, la question est de savoir jusqu'à quel point. Vous avez un certain nombre de choses dont la finance ne peut pas se passer en ce qui concerne Londres. Je veux dire, Londres reste une plateforme absolument essentielle pour la finance. Mais moi, je ne poserais pas tant la question de savoir si Londres va rester une grosse place financière. Elle va le rester, mais probablement pas dans les proportions qu'on a connues. Ceci étant, l'idée de se dire que Paris ou Francfort vont forcément dépasser Londres, ça, c'est pas un acquis. Parce que là, ce n'est pas juste une question de transférer des firmes de Londres à Paris. C'est aussi des différences de mentalité, des différences de culture entre les deux villes qui sont extrêmement importantes. C'est pas du tout la même chose de travailler à Paris que de travailler à Londres au niveau de l'attitude. Je vais vous donner un exemple. À Londres, vous pouvez avoir travaillé pendant 30 ans dans une société et on vous vire en 5 minutes. Ça, c'est quelque chose auquel il faudra s'habituer quand on vient à Londres. C'est pas du tout la même mentalité. Mais en contrepartie, quand vous perdez votre emploi, vous avez un vrai marché de la finance qui est autour de vous. Donc, entre guillemets, il est plus facile de retrouver quelque chose. Quand vous considérez le droit du travail français quand même beaucoup plus protecteur que ce qu'on voit ici à Londres, ce sont des différences quand même très marquées. Maintenant, je ne vais pas aller dans des thèmes tels que la fiscalité, etc. Mais pour répondre à votre question, Londres restera une place importante, mais le risque, ce sera que le vrai risque pour moi, ce serait d'avoir une place comme Hong Kong dépasser Londres, une place asiatique. Parce que ce n'est pas encore arrivé, mais vous avez 3 places asiatiques qui n'arrêtent pas de monter en puissance, selon moi. Bon, Hong Kong, c'est un peu un cas particulier, vu les problèmes qu'on a en ce moment en Asie. Donc, vous avez Singapour, vous avez Tokyo qui est toujours là, vous avez Shanghai qui fait tranquillement son chemin. Moi, la vraie révolution, la vraie réponse à votre question, c'est le jour où je verrai une place asiatique prendre la 2e place après New York. Et justement, sur cette partie, on a parlé justement de licenciements à Londres et en Angleterre. On sait que, comme tu l'as dit, là-bas, c'est beaucoup plus, on va dire, plus libéral qu'en France. Du coup, est-ce que vous ne pensez pas, Jérémy Ashley, que
Donc là, il y a pas mal de licenciements qui ont lieu maintenant. En France aussi, mais beaucoup moins, parce que le système est beaucoup plus sécuritaire. Est-ce que vous ne pensez pas que la reprise va être beaucoup plus rapide aussi au Royaume-Uni? Est-ce que la reprise va être plus rapide? C'est ça que tu me demandes? Bah oui. Parce que du coup, là, on licencie, mais derrière, après, il va bien falloir recruter. Oui, alors le problème, c'est que, en fait, pour moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que, ouais, j'espère, mais en fait, il y a deux problèmes. Pour moi, le premier problème déjà, c'est que la vague de licenciements qui était progressive depuis 2012, juste après la crise financière, bah, c'est une vague qui s'est jamais véritablement terminée en termes de restructuration, etc. Et le deuxième problème, ça va être comment dirais-je, d'avoir une nouvelle diversité au sein de la finance qui va pouvoir absorber les besoins. Moi, je suis très pro-fintech parce que je pars du principe que la finance, c'est pas que les banques, bien loin de là. Il y a cette mentalité, en tout cas, plutôt cette vision très réductrice de croire que les seuls gros employeurs, ce sont les banques. C'est de moins en moins le cas. Les banques, le secteur bancaire se porte vraiment pas bien. Moi, mon espoir, c'est que s'il y a une reprise, cette reprise ne va pas se faire à travers des acteurs strictement classiques. Il y a vraiment une vraie diversité au niveau du choix qui va se faire, quelle que soit la place financière. Il y a aussi les aides de l'État. L'État anglais aide quand même beaucoup les employés et les entreprises, à mon avis, pour réduire l'impact, en fait, pour réduire le problème du Covid. Ça s'appelle furlough, si vous voulez vous informer à ce sujet-là. Les employés jusque fin juillet peuvent bénéficier de 80% de leur salaire financé par l'État et l'entreprise a le choix de financer les 20% restants. Ensuite, ils vont passer à une sorte de mi-temps furlough où là, ce sera jusqu'en fin octobre. Et alors, les employés pourront travailler à mi-temps, être payés 60% par le gouvernement et libre à l'entreprise de financer le reste. Ce schéma permet d'avoir une transition plus douce et plus ou moins peut-être aux gens qui sont déjà en furlough parce qu'en fait, l'entreprise décide de qui elle souhaite mettre en furlough ou pas. Et ces gens-là sont peut-être des gens un peu plus à risque et qui seront potentiellement licenciés par la suite. Mais du coup, ça leur permet une transition et de peut-être se préparer à trouver un autre emploi ou de passer à la suite, quoi. Jérémy, il n'y a pas une crainte dans la communauté française, parce qu'avec le Brexit, la crise, tu sens une crainte ou la communauté française est confiante à l'avenir? J'ai pas bien entendu, mais est-ce que il y a une crainte? Oui, je disais qu'avec le Brexit qui a lieu, donc, et puis la crise qu'on connaît, est-ce qu'il n'y a pas une crainte en fait de la communauté française à Londres? Est-ce que côté Brexit, à mon avis, il y a un impact économique, mais en termes de main-d'œuvre, le gouvernement anglais est clair et dit que les Français sont leurs amis. Donc, ça, c'est les mots du ministre de l'immigration anglaise qui disait ça et qui veut envoyer un message fort à ce sujet-là en disant qu'ils vont enlever le plus possible les barrières administratives entre la France et l'Angleterre. Donc, pour le côté Brexit, il y a encore une volonté quand même malgré le Brexit. Il y a quand même une volonté malgré le Brexit finalement de continuer ces échanges avec la France, avec les Français, notamment. Ça, c'est leur politique, mais dans les faits, on verra. Dans les faits, je peux vous donner les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a environ 3 millions d'Européens en Angleterre. Sur les 3 millions, il y en a quelque chose comme 2 500 000 qui ont eu leur settled
status. Settle status, c'est l'équivalent de leur visa leur permettant de rester à Londres. Donc en fait, ça envoie un message fort en disant la majorité des étrangers européens qui étaient en Angleterre pourront rester. Et ils continuent de communiquer jusqu'à la fin juin 2021, c'est-à-dire que les gens auront jusqu'à fin juin 2021 pour obtenir leur settle status. Et même après cette date, ils laisseront quelques marges aux retardataires pour s'inscrire et donc obtenir leur papier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y aura sûrement un système de visa qui sera mis en place. Pour la question de leur volonté de contrôler les entrées-sorties, ça me paraît être comme en Australie. Ensuite, j'ai pas à juger de ça. Je ne sais pas si c'est bien ou moins bien, de quel point de vue. Et pour répondre à la question de la crainte des Français, je pense pas que les Français aient de crainte à ce niveau-là, puisque la plupart d'entre eux ont déjà obtenu leur papier. Ensuite, côté Covid, ça, c'est tous les pays qui sont face à la même situation, qui est de gérer cette crise sanitaire. Et du coup, Brexit ou pas, à chacun de gérer cette crise. L'Angleterre, c'est la 6e puissance mondiale, il me semble, donc c'est quand même pas rien. Ils peuvent se débrouiller, à mon avis, en étant en dehors de l'euro. T'en penses quoi, Ashley? Concernant le settle status, Emmanuel a entièrement raison. C'est vrai que, alors, je rappelle ce que c'est que le settle status. Pardon, Jerry. Je rappelle ce que signifie le settle status concrètement parlant. C'est un dispositif qui permet à un Européen de rester indéfiniment en Angleterre et vous aurez uniquement besoin de le renouveler si vous quittez le pays pendant 5 ans. Donc, c'est quand même, ça laisse quand même des marges de manœuvre qui sont confortables. Maintenant, c'est un statut qui, de ce que je sais, a été demandé par les Européens pour protéger les citoyens européens qui sont présents ici à Londres. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un rapport de force qui est totalement, j'ai envie de dire, prévisible entre l'Angleterre et les Européens. Et ce rapport de force, il a lieu en quoi? Il consiste en quoi? C'est que autant vous avez des Européens qui sont ici à Londres, autant vous avez des Britanniques qui sont sur le continent européen. Donc, si le gouvernement britannique commence à avoir des déclarations radicales du style les Européens, s'ils ne remplissent pas telle ou telle condition, ils vont devoir partir. Je pense que les citoyens britanniques qui ont tous leur résidence secondaire sur le continent, ils vont avoir des problèmes également. Maintenant, je pense que, je veux dire, si vous prenez ne serait-ce que le cas de la France, le nombre de Britanniques qui ont leur résidence secondaire en France, mais c'est absolument hallucinant. Donc ça, je crois que c'est un enjeu électoral ici pour le gouvernement britannique et il serait très très fâcheux de leur part s'ils l'ignoraient. Maintenant, est-ce que le settle status peut changer? Je n'en sais absolument rien, puisque pour le moment, ce qui est dit, c'est qu'à partir du moment que vous l'obtenez, vous pouvez rester indéfiniment, vous n'avez pas besoin de le renouveler à moins de quitter le pays pendant 5 ans, ce qui, 5 ans, encore une fois, ça laisse une marge de manœuvre intéressante. Et pour ce qui est des Français spécifiques, on a quand même un avantage important ici à Londres, c'est qu'on est la communauté, entre guillemets, européenne la plus forte. C'est le cas de le dire. Nous sommes extrêmement bien implantés, que ce soit au niveau de la population qu'au niveau de nos institutions. Donc, je crois que c'est Boris Johnson qui à un moment plaisanté avec Alain Juppé en lui disant vous êtes peut-être le maire de la 9e ville de France, mais moi je suis le maire de la 5e ou 6e ville de France. Vu le nombre de Français qui sont ici présents ici Ashley, je pense qu'on t'entend. Je pense qu'il y a un ici à problème Londres. de son. Est-ce
Donc, je ne m'inquiète pas outre mesure, moi en tant que Français, mais euh, 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 mais je pense qu'on a un petit problème de son avec Ashley. Confirme, Jérémy? Alors en fait, c'est vrai ce que dit Ashley, on est quand même assez. J'ai retrouvé les chiffres exacts de mai 2020 sur les inscriptions du Settle Status. En fait, la première communauté européenne, c'est la Pologne, pardon, avec presque 700 000 inscrits. Nous, les Français, on est septième avec 137 300 inscrits au Settle Status. Donc, c'est quand même c'est assez conséquent. En termes de communauté, c'est quand même bon, on est sixième, on est la sixième communauté en Angleterre. Donc, c'est vrai que ça nous donne quand même un certain rapport de force et Ashley a raison de le préciser. Donc, encore pour répondre à la première question qui était est-ce qu'il y a des craintes ou des craintes à avoir sur à ce sujet-là, c'est-à-dire la crise et le Settle Status, je pense vraiment pas. Pour le moment, il n'y a pas eu d'expatriation ou de rapatriation. Il n'y a pas eu de rapatriation, il n'y a pas eu d'histoire comme ça, en tout cas à ma connaissance. En plus, quand même, le consulat fait un super travail pour aider la communauté. Ils ont ouvert une hotline. Vous avez un numéro que vous pouvez appeler pour obtenir des informations au sujet du Settle Status. Vous pouvez vraiment les appeler et leur demander ce que vous voulez. Au sujet, donc à ce sujet-là. En plus de ça, il y a aussi les conseillers consulaires, donc qui sont des représentants de la communauté que vous pouvez contacter. Il vous suffit de chercher sur Google conseiller consulaire Londres, vous trouverez leur email ou même taper consulat et vous trouverez le numéro, vous trouverez la hotline pour obtenir plus d'informations à ce sujet-là. En tout cas, la communauté est très très soudée. Il y a beaucoup d'entraide. Que ce soit dans les médias, sur des groupes Facebook, sur notre site aussi, ou même nous, entre nous, dans le réseau d'associations, il y a un réseau assez fort d'associations d'entraide. Il y a beaucoup de choses pour les francophones à Londres. Merci Jérémy. Je pense qu'on va récupérer Ashley. Ashley, tu es là? Oui, je suis désolé, mais visiblement la connexion est plein. Okay. Je ne sais pas si c'est le Brexit qui cause ça. Donc, du coup, on a une question pour toi, Ashley, de Saïma. J'aimerais connaître les difficultés que vous avez rencontrées en passant d'une banque d'investissement française à votre position de partenaire chez Shark Capital. Existe-t-il des facilités pour passer d'un poste en France à un poste en Angleterre et inversement? On passe sur ton parcours. Alors, je vais commencer par dire que j'ai quitté d'investissement parce qu'il a eu une structuration. Ça, c'est le premier point. Et que ce sont des choses qui arrivent, bien entendu, puisque à n'importe quel moment, il faut partir du principe qu'on peut partir d'une société. C'est la règle à Londres. Ce n'est pas forcément le cas en France. Concernant la transition, comprenez que ce n'est pas la même attitude à Londres par rapport à France. La chose qui véritablement va compter à Londres, c'est vos réalisations et votre crédibilité. Alors qu'en France, il y a, et là je pense que vous allez être d'accord avec moi, il y a quand même sur 10 diplômes qui restent, il y a une dictature de tickets, j'ai envie de dire, et vous avez par définition moins d'ouverture, en tout cas dans le domaine de la finance en France. Ce n'est pas le cas à Londres parce que déjà, encore une fois, à Londres, c'est un quartier qui est entièrement quasiment dédié à la finance et où, je veux dire, les mentalités sont quand même beaucoup plus ouvertes. Là où je suis le seul Français. Il n'y en a pas d'autres au sein de cette société. Tout ce qui les intéressait, tout ce qui les intéresse, c'est ce que je peux apporter en tant que professionnel, du point de vue de l'expérience, du point de vue de tout ce qui est transmissible, j'ai envie de dire,
aux besoins de Chart Capital. Dites-vous bien que ce qui paraît impossible, entre guillemets, à Paris, il y a toujours une chance que ça se réalise à Londres. D'accord? D'ailleurs, tout dépend aussi de ce que vous recherchez. Je suis en train de vous donner les avantages de ce qui est envisageable à Londres, mais c'est vraiment, c'est pas nécessairement convient à tout le monde. Donc, en termes de difficultés, que je donne plus que ça parce que à partir du moment que vous avez une certaine seniorité, c'est plus facile de se vendre. Ça, c'est vrai. Mais il faut partir du principe que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, que la protection que vous avez à Paris, elle n'existe pas forcément ici. Et c'est le type d'inconvénients avec lesquels il faut être capable de vivre, hein, parce que quand on regarde le contexte parisien, on aime bien être confortable dans son job en se disant que si les choses se passent mal, je vais avoir un certain nombre de garanties qui vont m'être octroyées. Alors qu'ici, non. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il vous est possible d'avoir, d'avoir une démarche entreprenante qui peut générer des résultats beaucoup plus intéressants. Enfin, concrètement parlant, je veux dire, si je dois résumer Londres ou même la sphère anglo-saxonne, c'est on peut aller très haut et tomber très bas, alors que dans la sphère parisienne, et bon, là je parle par rapport à ce que moi j'ai pu observer, d'autres auront peut-être une opinion différente. Il y a toujours l'existence d'un certain juste milieu. Mais ce juste fera que vous n'allez pas forcément progresser aussi vite que vous le souhaitez. Alors là, si j'ai répondu à la question à ce niveau-là. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, il y a Nicolas qui repose une question qui va un petit peu dans la complémentarité de ce que tu dis. Pour la partie justement des juniors, des personnes qui arriveraient directement à Londres pour trouver leur premier emploi. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour un Français de commencer sa carrière à Londres? Alors oui, il parle de la finance spécifiquement, mais la finance en général. Alors, je n'ai pas travaillé dans le domaine de l'asset management, donc je ne pourrais pas apporter des précisions par rapport à ce domaine. Mais par contre, un junior qui arrive pour son premier emploi à Londres, c'est quelque chose de très commun maintenant. Maintenant, ça ne veut pas dire que arriver à Londres, vous allez automatiquement commencer à décrocher des entretiens, etc. Mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est que vous avez de plus en plus d'étudiants qui arrivent à Londres directement pour trouver un premier emploi sans pour autant passer par la case France. Leur idée, c'est de se dire, j'arrive à Londres, je prospecte, je décroche le maximum d'entretiens et immédiatement derrière, j'essaie d'embrayer avec un premier job, dans le sens que, avec l'idée de rester au minimum 3 ans. Pour moi, je veux dire, en finance, gardez ça comme point de repère. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Vous avez 4 étapes finalement en termes d'une carrière en finance. 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. 1 an, vous êtes junior, très très junior. Donc, à partir avec seulement 1 année d'expérience, j'ai envie de dire, vous êtes facilement remplaçable. D'accord? Mais vous avez une certaine mobilité qui est appréciable également. À partir de 3 ans, vous êtes un intermédiaire. Donc là, vous commencez à avoir des choses vraiment valables à vendre sur le CV. C'est pour ça que j'insiste beaucoup auprès de juniors en leur disant, soyez patients, il faut quand même que vous ayez 3 ans à montrer au sein d'une fonction avec des réalisations importantes avant de commencer à vous sérieusement. 5 ans, vous commencez à être considéré comme un senior. Un senior qui est passé par des cycles, haussier et baissier dans son métier, c'est-à-dire qu'il a pu voir ce qui se passait bien, ce qui se passait mal, et il a tenu. Donc là, clairement, il arrive avec une expérience qui est vraiment valable. Et à partir de 10 ans, vous êtes un senior confirmé.
Donc là, ça va être pas seulement ce que vous avez réalisé, votre réputation, votre crédibilité, votre capacité à faire en sorte que les clients vous suivent, par exemple. Ça va être, des éléments qui vont jouer. Mais faire que commencer à Londres sur la deuxième plus grande place financière du monde, je ne peux qu'encourager ça. De toute manière, c'est quasiment c'est quasiment une obligation maintenant pour un joueur d'avoir deux internationaux CV, que ce soit à Londres. Est-ce que ça répond aux questions de la personne concernée? Écoute, je pense. Après, la personne va potentiellement pouvoir mettre un petit commentaire. Et Jérémy, comment tu vois les choses justement au niveau des jeunes qui arrivent à Londres, qui font leur stage, qui viennent faire leur stage à Londres, qui viennent directement à Londres avoir un premier emploi, mais Londres, c'est très vivant, c'est rempli d'opportunités, donc il faut vraiment, enfin je dis pas ça parce que j'y habite, mais il faut venir et il faut tester parce que c'est tellement riche et vous apprendrez tellement de choses. Ne serait-ce que de rechercher, de contacter des personnes dans une langue étrangère, ça, en soi, ça sera déjà une formation et ça enrichit. Ça va apporter une vraie expérience aux étudiants, quoi. J'aimerais répondre à la question d'Amir Leduc au sujet des classements des écoles de commerce. Il me semble qu'il y a des écoles qui sont comme des labels et qui ont une sorte de gage de qualité qui sont toujours intéressantes. Je n'ai pas les noms en tête, mais c'est vrai que c'est intéressant pour des entreprises d'avoir des étudiants d'écoles de commerce parce qu'il y a une certaine manière de penser qui va avec. Il y a une certaine idée d'apprendre et de travailler en équipe dans les écoles de commerce qui font que c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Pour le côté finance à ce sujet-là, à savoir quel métier de la finance recrute le plus à Londres, je laisserai Ashley répondre à cette question. Oui, donc Amir demande effectivement quels sont les métiers qui recrutent le plus en finance. Alors, ce qui était vrai avant la crise ne l'est peut-être plus maintenant, je ne sais pas, ou après, mais en tout cas, est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est difficile à dire, mais par contre, je vais peut-être répondre à la question autrement. Déjà, je veux dire, je vais commencer par ce qui ne semble ne plus recruter. Déjà. Ce qui pour moi ne semble plus recruter, c'est tout ce qui va être facilement remplaçable par l'automatisation. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Tout trading en des hyper liquides, ça, je pense que c'est en voie d'excès. L'idée, par exemple, d'être trader sur l'euro-dollar, voilà, si on peut vous rendre par une plateforme automatique, on va le faire, hein, sans pitié. Hein, ça se voit déjà de place financière. Ce qui comment dirais-je, a du mal à se vendre maintenant, ce sont ceux qui ont comment dirais-je, une spécialisation, j'appellerais une spécialisation réductrice. Venir en disant à moi senior dans votre domaine concerné, arriver en disant je ne veux faire que ça. Vous allez vous fermer des portes automatiquement. Donc, pour continuer dans ce qui ne recrute plus, tout ce qui va être notamment des domaines où l'information se trouve beaucoup trop facilement. Hein, par exemple. C'est pour ça que vous avez des légions entre guillemets d'économistes qui n'apportent plus de valeur ajoutée. C'est pas compliqué, hein. C'est pour identifier des secteurs qui recrutent, il faut se poser la question, est-ce que ça c'est en remplacement par de l'automatisation? Vous allez le voir, hein,
par comment dirais-je, le nombre de personnes qui restent. Ce qui a tendance pour moi à gonfler de manière un peu, je ne sais pas si c'est déraisonnable ou pas, mais des fonctions telles que la compliance, et là je sais que je ne vais pas me faire des amis, ça a tendance à augmenter, mais de manière disproportionnée parfois par rapport aux besoins d'une structure en particulier. Et je peux comprendre parce qu'il y a une crainte permanente, absolument extrême parfois, de rater la prochaine grosse bêtise du monde financier. Que ce soit au niveau des pertes d'argent, au niveau comment dirais-je, d'une escroquerie, ça peut être tout et n'importe quoi. Et par contre, je constate que tout ce qui est métier lié, comment dirais-je, au développement naissant de l'intelligence artificielle, ça commence vraiment à prendre son essor en finance. Ce dont on parle de plus en plus en finance, c'est de l'intelligence artificielle. Parce qu'on estime que le domaine de la finance a été très très longtemps un milieu extrêmement fermé, totalement imperméable à une innovation entre guillemets radicale. Et je veux dire, j'ai vraiment l'impression que la volonté, c'est d'ouvrir ce secteur encore plus à des innovations qui, il y a, je sais pas moi, 5-6 ans de cela, étaient totalement inattendues. Et quand on parle aussi de ce qui recrute, il faut pas seulement s'arrêter au métier. Il faut aussi se poser la question, qui sont les acteurs qui recrutent? Et je pense que le meilleur acteur que moi j'ai en tête et qui a géré l'après-banque suite à la crise financière de 2008-2009, c'est BlackRock. BlackRock est devenu le géant qu'on voit en ce moment après, entre guillemets, avoir pris la place des banques dans comment dirais-je, dans l'océan économique et financier qui a été laissé vacant par les banques. Hein. C'est ce que moi je constate. Donc, posez-vous la question, pas uniquement en termes des métiers, mais en termes des noms qui sont en train de monter en puissance. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est la firme qui s'appelle Revolut. Je pense que tout le monde a entendu parler de Revolut. Or, il y a 5, 6 ans, 7 ans cela, Revolut, personne ne savait de qui il s'agissait. Or, maintenant, si vous n'avez pas une carte Revolut, les gens vont vous dire, mais dans quel monde tu vis, quoi. Donc, un acteur capable de concurrencer les banques maintenant, c'est pas forcément les noms qui vont aux côtés maintenant. Ce qu'on observe maintenant, c'est que c'est énormément. Alors, ça, c'est... Pour discuter de ça, ceux qui réussissent énormément maintenant, ce serait ceux qui montent leur fintech, par exemple. Problème de son à nouveau pour Ashley. J'ai Ali qui je prends un petit peu la parole sur. Oui, Ashley parlait de Revolut. Moi, j'aime bien citer d'autres noms, comme ça laisse le choix aux gens. Mais oui, le secteur des banques en ligne se développe de plus en plus. Donc, les concurrents de Revolut, c'est N26. Il y a Monzo, il y a Monese, il y a Starling Bank. Toutes ces banques en ligne, elles explosent réellement. Elles sont très pratiques pour les Français de l'étranger. Pourquoi? Parce que ça permet de créer un compte en ligne directement depuis l'étranger et du coup de pouvoir faire des transactions en euros ou en livres ou même d'autres monnaies selon les services. Il y a aussi TransferWise qui est très bien et qui fait pas mal d'échanges de virements et banquiers, qui est un petit peu sur le créneau des virements et
qui donc concurrencie un petit peu les banques classiques type BNP, Barclays, NatWest et autres Lloyds. Et donc tout cela, c'est des nouvelles opportunités pour les gens qui veulent travailler aussi dans la finance. Il y a encore pas mal d'offres qui ouvrent dans ces secteurs et qui sont des opportunités. Tout à fait. Une petite question d'Antoine, on en a parlé rapidement avant, sur justement le placement des écoles. Est-ce que en Royaume-Uni, du coup, les meilleures écoles influencent le recrutement? On parle des écoles françaises, type HEC, ESSEC, CP, etc. Après, il y a des écoles qui se trouvent au Royaume-Uni, qui sont en tête des classements. En France, on sait qu'il y a quand même une hiérarchie assez forte des écoles, notamment en finance et sur les postes les plus convoités, dans d'autres secteurs aussi. Au Royaume-Uni, comment ça se passe exactement à ce niveau-là, la finance, mais pas que. Est-ce que vous avez un retour parmi la communauté française justement? Jérémy. Moi, le sujet. Je sais pas si tu avais. Oui, Ashley, tu sais. Ashley l'a dit sur la partie finance, justement. Ouais. Ashley. Bon. Jérémy, du coup. Je ne dirais pas que ça existe. Ouais, vous m'entendez? Là, on t'entend, là. C'est revenu. Ouais. Vous m'entendez? Là, on t'entend, okay. C'est revenu. Bon, c'est revenu. Ok. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une hiérarchie d'école à Londres. Dire que ça n'existe absolument pas, c'est faux. En revanche, c'est beaucoup moins prononcé qu'en France. Parce que déjà, ne pas oublier que Londres, ce n'est pas un secteur qui est britannique, qui est anglo-britannique. C'est une ville qui est internationale. Vous avez 300 nationalités à Londres. Alors qu'on est vraiment dans un milieu franco-français, je veux dire, dans son ensemble. Donc, ce qui fait que cette diversité aide énormément à ouvrir les esprits et à ouvrir les mentalités pour ce qui est de diversifier les profils qui sont recrutés. D'accord ? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les Français sont très appréciés ici, dans le monde de la science, parce que en France, il y a plus d'études qu'en Angleterre. Donc, il y a cette perception qu'un Français qui arrive aura bénéficié, Bac plus 5, aura bénéficié d'une formation plus fournie, plus aboutie qu'en Angleterre. Ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas, mais en tout cas, c'est la perception, venant d'un pays qui s'est fait une spécialité de former des ingénieurs. Maintenant, les ingénieurs, ils sont très tout va dépendre. Extrêmement. Tous les grands départements d'analystes quantitatifs ici à Londres, tout le monde parle français. Hein. C'est un cliché qui se vérifie à chaque fois. Et il y a aussi une autre chose, c'est que, je veux dire, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que l'obsession des Britanniques, elle n'est pas tant au niveau des études supérieures, elle est au niveau secondaire. Dans le sens que l'école privée auquel les parents britanniques ont envoyé leur enfant va avoir finalement un critère, j'ai envie de dire, de distance sociale qui sera beaucoup plus fort qu'on ce que peut voir en France. Le système britannique est très ouvert, le système anglo-saxon est très ouvert à des profils qui sont divers et variés, alors qu'en France, on a plutôt tendance à chercher un profil qui va créer des cases très spécifiques. Donc, j'ai envie de dire que, et ce que j'ai pu observer aussi, c'est que beaucoup de Français m'ont dit que ce qu'ils ont compris à Londres
que ce soit en termes d'entreprise ou en termes de carrière ou en termes d'autres choses. Ils l'ont fait parce qu'ils ont eu cette conviction que ce n'était pas possible de le faire en France. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont pu le faire que ça a été facile, loin de là. La concurrence à Londres est très dure, vraiment très dure. Donc, si vous venez ici, c'est avec l'idée que vous pouvez réussir des choses vraiment, vraiment intéressantes et vraiment très, très conséquentes, mais que la difficulté sera là. Merci, merci Ashley. On a une question de Saïma sur la partie de stage. Pendant stage de fin d'études, a priori, à Londres, c'est très long et très sélectif. Alors, je ne sais pas si c'est plus sélectif qu'en France et à Paris. Elle demande s'il n'y a pas d'autres moyens de faire un stage de fin d'études, notamment on a peut-être la communauté française PED et sa famille, je suppose. Jérémy, je suppose que tu interviens un petit peu dans cette recherche-là. Alors là, c'est des recherches de stage. Globalement, sur de la recherche de stage, d'emploi, Ouais. quand on vient d'arriver, c'est pas simple. Nous, on a plusieurs approches. Peut-être que vous, Doc Finance, vous proposez des choses à ce sujet. Alors nous, on est présent en France, au Luxembourg. On est un petit peu moins présent au Royaume-Uni pour le moment, mais ça viendra. Donc les opportunités, on les a, mais via le côté, via la communauté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver effectivement des membres qui sont à Londres, des Français qui sont à Londres. Ça, c'est une certitude. Après, sur les opportunités qu'on va retrouver sur les offres d'emploi, pour le moment, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même effectivement. Mais je pense que la communauté française, c'est quand même un atout majeur pour pouvoir se lancer finalement à Londres. Parce que, comme le disait Ashley, je pense que vous devez avoir des chiffres, Jérémy, mais la communauté française, ça représente combien de personnes d'ailleurs Il y en a 300 000. Il y a 300 000 Français en Angleterre. Comme je disais, il y a 150 000 inscrits sur les listes du consulat. Et la communauté, oui, est très solidaire. Donc, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'aides dans tous les domaines. Pour ce qui est de la recherche de stage, nous, on a rédigé un article que j'ai mis dans les commentaires là, du live. Je pense que la première approche, c'est le bouche à oreille. C'est de parler à votre réseau, aux étudiants, eux, chercher autour d'eux s'ils n'ont pas des contacts à Londres ou dans l'endroit où ils souhaiteraient trouver leur stage. Ensuite, ils peuvent passer par la base de données de leurs écoles. En général, les écoles ont des bases de données d'entreprises qui recrutent soit à Londres ou dans d'autres villes. C'est un bon moyen aussi d'utiliser justement la force du réseau de l'école. C'est vraiment important. Et enfin, il y a aussi les sites spécialisés qui vont proposer des offres comme vous, où il y a des agences. Donc, il y a toutes ces solutions qui permettent d'aiguiller les étudiants pour trouver. Bon, je ne citerai pas les noms, ils sont sur l'article qu'on a rédigé, mais il y a pas mal d'agences, il y a pas mal de choses à faire sur Londres pour vraiment trouver le stage qui leur conviendra et la communauté les aidera, hein, c'est sûr. Sur le forum, il y a beaucoup d'entraide. L'information s'échange assez rapidement et facilement. On a Antoine qui nous remercie pour les réponses. Du coup, il pose une petite question sur alors, le côté formation. Ashley a beaucoup parlé finalement du côté tech, de fintech. Est-ce que finalement un master spécialisé un peu big data, se spécialiser un petit peu dans la tech, dans le big data, dans tout ce domaine-là, quand on est financier, quand on est étudiant en finance, est-ce que ça a un sens à long terme? Moi, je dirais que ça a un sens. Moi, je dirais que ça a un sens parce que ce sont des secteurs qui sont en train de croître de manière, qui continuent de croître de manière importante. Et je veux dire, l'un des gros enjeux de la finance, c'est quand même l'analyse de données sous toutes ses formes.
déjà. Je trouve que la finance, d'ailleurs, a du retard par rapport à ça, hein, par rapport à d'autres grosses structures qu'on peut connaître, qui sont vraiment technologiquement beaucoup plus avancées que la finance. Parce que la vérité, c'est que T'as plusieurs sortes de technologie… finances, quoi. T'as les grosses banques, je pense qu'ils sont Oui, dans oui, la traîne, oui, on va pas se mentir, qui utilisent des technologies oui. qui sont quand même assez vieilles, qui ont du mal à finalement à intéresser les développeurs notamment qui cherchent quelque chose d'innovant. Puis après, tu as les fintech. On parle, Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient étonnés, en tout cas ceux qui ont travaillé dans des très très grosses structures financières, de constater très souvent à quel point les structures IT, comment dirais-je, l'infrastructure technologique en général est archaïque, est absolument archaïque et est totalement dépassée parfois. On se pose la question comment est-ce qu'elle et c'est pas un hasard finalement que ça leur coûte tellement cher parce qu'il n'y a pas d'efficacité à ce niveau-là, pas suffisamment. Donc tout ce qui va dans le sens du big data, de la technologie de pointe finalement, j'ai envie de dire que c'est un peu l'avenir de la finance. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un écrivain que vous connaissez probablement, hein, qui a écrit c'est celui qui est l'auteur de, comment dirais-je, du roman qui s'appelle The Big Short. Je ne sais plus comment il s'appelle l'écrivain, c'est que je me souviens. Ah oui, Michael Lewis, qui a écrit un roman qui s'appelle Flash Boys et qui décrit justement cette révolution technologique dans le domaine de la finance. Il commence, je veux dire, le résumé de son roman, de son livre, en disant l'image du trader qui gesticule dans une salle des marchés, tel qu'on a pu voir ça durant les années 90. C'est terminé, ça. Merci Ashley. Effectivement, là, il y a Antoine qui a posé une question sur est-ce que les informaticiens peuvent être amenés à prendre la place des financiers. C'est peut-être déjà ce qui se passe un petit peu au final. Déjà, c'est vrai qu'en France, les personnes le secteur de l'IT, en tout cas, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Il y a une pénurie de profils hallucinante. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs à Londres? Est-ce qu'il y a cette pénurie d'informaticiens Jérémy, je ne sais pas si c'était au courant, Ashley. Est-ce qu'il y a cette pénurie? Parce qu'en France, c'est assez fou. Je pense que il n'y avait pas une pénurie avant le Covid. Je pense que c'est comment dire. En tout cas, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une pénurie, mais en tout cas, le besoin, il est très clair. Je veux dire, la raison pour laquelle la plupart des firmes financières ne se sont pas complètement effondrées durant la crise du Covid, c'est parce que la société a tenu. Donc, je veux dire, couper l'IT d'une firme, c'est comme couper l'eau et l'électricité dans une maison. C'est le cas de le dire. Donc, je pense qu'en temps de crise, si l'IT ne tient pas, mais c'est en boutique, quoi. C'est le cas de le dire. Mais du coup, est-ce qu'il y a, avant justement la crise, il y avait une pénurie de profils, comme ce qu'on peut connaître en France, ou c'était quand même plus équilibré? Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Je peux pas facilement répondre à cette question, mais en tout cas, enfin, je veux dire, j'ai moins ressenti le besoin des firmes financières ici à Londres de se débarrasser de comment dirais-je, de leur profil IT que de leur profil classique, si je peux le dire comme ça. Ok. Écoutez, je vous remercie. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous voulez terminer par un petit, voilà, les trucs et astuces à l'arrivée à Londres, Jérémy, qu'est-ce que tu conseilles de faire à une personne qui a, voilà,
projette d'arriver à Londres à la rentrée. Quelles sont les premières choses à faire Qu'est-ce que tu conseilles ces personnes pour terminer? Moi, bien sûr, je conseillerais d'aller sur le site françaisalondres.org sur lequel on a rédigé un article Comment s'installer à Londres et en fait qui répond à toutes les questions. Okay. Ashley, du coup. Moi, si je devais conseiller à quelqu'un de venir ici, déjà Londres, c'est quand même une ville qui offre énormément de possibilités. Mais par contre, il faut venir avec un projet, pas arriver en naviguant à vue. Ça, c'est à mon avis l'erreur grave à faire, en se disant je vais arriver sans aucune préparation. Ça, je pense que c'était peut-être possible avant le Covid, mais comme tout s'est compliqué partout, à Londres, à New York, partout, c'est arrivé avec un projet, arrivé en ayant une vision très claire de ce que vous souhaitez accomplir professionnellement et personnellement, et ensuite tracer votre route. Après, je veux dire, est-ce que ça ne marche pas? Ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de vous, et parfois ça va dépendre de la chance également, hein. Donc, mais c'est quelque chose que je recommande parce que si vous avez réussi, si vous venez à Londres et que vous réussissez votre parcours sur 2 ans, 3 ans, voire plus, vous aurez compris ce que c'est que d'évoluer dans un milieu qui est vraiment international. Vraiment international. Donc, c'est pour ça qu'en dépit des difficultés qui parfois peuvent être terribles ici, auxquelles les gens en font face, ils ne veulent pas rentrer en France parce qu'ils ont cette mentalité ouverte. Là, pour le moment, elle l'est encore. Peut-être qu'avec le Brexit, ça va changer. Mais Londres, c'est la City, a voté massivement pour l'Europe. La City a voté massivement pour l'Europe parce qu'elle comprend ce que l'Europe lui apporte. Donc, j'ai cet espoir que tout Européen restera le bienvenu à Londres. Bien, merci Ashley. D'abord, j'encourage, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais Ashley, en plus de sa casquette de financier, sa casquette d'écrivain notamment, comme on l'a dit au début, j'encourage d'ailleurs à regarder un petit peu ce qu'il a fait, c'est assez intéressant. Voilà, il a sorti pas mal de romans, je ne sais plus combien exactement, mais il a sorti quand même quelques romans. Finance. Le 6e est en cours, hein, il sortira cette année. Voilà. Qui traite de la finance, et pas que d'ailleurs. Tout à fait. Écoutez, voilà, je pense qu'on vient à terme de ce live. Donc, merci beaucoup Ashley et Jérémy pour avoir participé à ce live. Merci à tous ceux qui ont pu suivre ce live. Alors, désolé encore pour quelques couacs techniques qu'il y a pu y avoir. Voilà, on va espérer que pour les prochains lives, on n'ait plus ce genre de soucis. On a été tous ravis de pouvoir parler de ce thème et de répondre à vos questions. J'espère que ça a pu également vous apporter un regard actuel sur la situation de la finance à Londres, la vie quotidienne. N'hésitez pas à partager ce live, il restera accessible sur notre page Facebook de Finance. N'hésitez pas à visiter le site Français à Londres de Jérémy, vous intéresser aux différents romans d'Ashley que vous retrouvez aisément sur Internet. Je rappelle également que sur BotFinance.com, vous retrouverez toutes les actualités, beaucoup d'actualités en finance, sur la partie carrière en finance aussi, des entreprises qui recrutent, des milliers d'opportunités. Alors, du coup, en France, quelques-unes au Royaume-Uni et à Londres, et on espère qu'on aura beaucoup plus d'ici les prochains mois. Vous retrouverez également une grande communauté financière, notamment à Londres, pour le coup. Comme on l'a dit, Londres, c'est une ville où il y a beaucoup de Français qui sont installés. Vous retrouvez également beaucoup d'autres choses que je vous laisse découvrir et redécouvrir sur
sur des finances. Je profite également pour vous annoncer qu'une série de lives est programmée à partir de la rentrée de septembre sur différents sujets en finance, notamment sur les métiers. Donc on prévoit d'en faire chaque mois. N'hésitez donc pas à suivre la page Facebook de Belle Finance pour aussi être au courant des prochains événements qu'il peut y avoir justement sur Belle Finance, sur cette page. Merci beaucoup en tout cas. On se dit à très vite. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et surtout un très bel été. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Jérémy. Merci, au revoir. Au revoir. Et à bientôt.